C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la peine de mort requise à l'encontre des auteurs présumés de la tentative de coup d'État de mai dernier en République démocratique du Congo. Le procès s'est poursuivi ce mardi avec les réquisitoires. Compte rendu d'audience avec notre correspondante à Kinshasa dans un instant. Les explications du président tunisien au lendemain du remaniement ministériel. Kais Saied, le chef de l'État qui a limogé 19 ministres à un mois de la présidentielle, a pris la parole. Pour lui, c'est dans l'intérêt suprême du pays. La correspondance à Tunis dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on vous parle des Paralympiques. La cérémonie d'ouverture se déroulera ce mercredi à Paris. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre d'athlètes africains. 44 pays du continent sont représentés. Nous avons tendu le micro à des membres de la délégation ivoirienne. Interview à suivre. Le procès des présumés auteurs de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier en République démocratique du Congo, il s'est poursuivi avec les réquisitoires. Le ministère public réclame des peines exemplaires et maximales pour les 51 prévenus. Pour rappel, un commando dirigé par Christian Malanga avait mené des attaques contre la résidence de Vital Kamerhe, le palais du peuple, l'une des présidences congolaises. Compte rendu d'audience avec Aurélie Bazara-Kibangula. C'est pour dissuader d'éventuels putschistes, explique le ministère public, que des peines maximales ont été requises. Alors pour le parquet, les 50 prévenus présents au procès sont coupables d'attentats, de terrorisme, de meurtre et d'association de malfaiteurs. Des accusations qui entraîneraient la peine de mort si les juges suivent les réquisitions, notamment pour Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, chef du commando du 19 mai. La clémence en revanche était requise pour Alain Tikimo, employé de l'auberge où était hébergé le commando, qui selon les expertises médicales est atteint de troubles psychologiques. Alors pour l'avocat qui représente l'État congolais, eh bien les peines requises correspondent, dit-il, aux dommages subis par le pays. Qu'est-ce que c'est qu'un pays dont les enfants vont se faire instruire ailleurs, se faire laver le cerveau ailleurs et qui reviennent ici, qui prennent les armes contre leur propre pays, n'est-ce pas? Alors, le ministère public vient de requérir là des peines qui sont sévères, tout à fait normal, mais il appartient au tribunal de finalement dire quelle est la peine qui convient pour chaque infraction. Le ministère public a également requis 250 millions de dollars de dommages et intérêts. De leur côté, les avocats de la défense dénoncent des peines trop sévères. Ils ont demandé un délai pour préparer leur plaidoirie. Un délai accepté par le tribunal qui annonce la prochaine audience vendredi. L'élection présidentielle en Tunisie, elle doit se tenir le 6 octobre prochain. Le tribunal administratif de Tunis a ouvert la voie à la réintégration dans la course à la présidentielle d'un quatrième candidat. Il s'agit d'Abdellatif Mekki, ex-dirigeant du parti islamiste Ennahda. Son recours contre le rejet initial de sa candidature a été accepté. Et c'est dans ce contexte de présidentiel, à environ un mois du scrutin, que le président Kais Saied a procédé à un remaniement ministériel, un remaniement qui a suscité de nombreuses interrogations. Le président tunisien s'est expliqué ce mardi. La correspondance de Lilia Blaise. Si un remaniement était attendu avec la nomination d'un nouveau Premier ministre début août, les politologues ne s'attendaient pas à un changement d'une telle ampleur, surtout à quelques semaines du scrutin présidentiel qui doit se tenir le 6 octobre prochain. Kais Saied a balayé ses réserves, déclarant que la situation en Tunisie était devenue, je cite, un conflit ouvert entre, d'un côté, les citoyens tunisiens déterminés à réaliser des objectifs de justice et à lutter contre la corruption, et de l'autre côté, toujours selon ses mots, des partis qui se sont jetés dans le corps de lobbies étrangers, rêvant d'un retour en arrière. Le président Kais Saied a limogé 19 ministres, dont le ministre de l'Agriculture et la ministre de l'Éducation, au moment où des sujets comme le manque d'eau, la sécheresse ou encore les salaires des enseignants sont des problématiques phares de la rentrée. Il a aussi remplacé son ministre de la Défense, préférant un diplomate à l'universitaire qu'il avait nommé auparavant. Alors
Alors pour certains politologues, ce remaniement équivaut surtout à une reprise en main de la part de Kais Saied sur l'exécutif et sur le travail du gouvernement, à l'heure où il y a un contexte électoral tendu, mais aussi au moment où le bilan des 5 ans de mandat de Kais Saied est fait. La situation économique en Tunisie est toujours en pleine récession, l'inflation stagne à 7%, le taux de croissance n'a pas dépassé les 1% et le taux de chômage a très peu baissé de 0,2% seulement depuis le début de l'année. Et en Algérie, c'est à une dizaine de jours de la présidentielle qu'un opposant a été arrêté. Il s'agit de Fethi Rares, militant de gauche et laïque, condamné et emprisonné par le passé. Les forces de l'ordre qui ont procédé à son arrestation l'ont emmené dans un lieu inconnu selon son épouse et le Comité national pour la libération des détenus. Qui remplacera Moussa Faki et prendra la tête de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, un pays d'Afrique de l'Est, c'est une certitude. Et parmi les 4 candidats, le Kenyan Raila Odinga, figure historique de l'opposition dans son pays, il a entamé sa campagne ce mardi avec le précieux soutien de son ancien rival, le président William Ruto. Les précisions à Nairobi d'Élodie Cousin. C'est devant les chefs d'État sud-soudanais, tanzaniens, ougandais, kenyans et d'autres figures politiques de la région que Raila Odinga a officiellement lancé sa campagne à la présidence pour la Commission de l'Union africaine. Devant ce parterre, il a assuré vouloir réformer l'organisation qui fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. J'ai l'intention de travailler avec vous, Excellence, et de faire en sorte que l'Union africaine serve les intérêts de la vaste majorité des Africains qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Je rêve d'une Afrique où les frontières et les langues coloniales ne nous divisent plus. Nous ne voulons pas que les Africains soient divisés en anglophones, francophones, lusophones. Je veux qu'ils soient africaphones. Alors ici, sa candidature suscite réellement l'enthousiasme, mais certains commentateurs estiment qu'en réalité, il s'agit ici d'une stratégie du président kényan William Ruto pour éloigner la figure historique de l'opposition de la vie politique nationale, ainsi que d'affaiblir un peu la démocratie. Je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Mucharia Munene. La démocratie au Kenya est toujours fragile et menacée. Mais je pense qu'il y a suffisamment de stabilité dans le pays pour continuer avec ou sans telle personnalité politique. Et Raila Odinga n'est qu'une personnalité politique. Reste la question de la gouvernance pour les autres politiciens. Oui, ils veulent se présenter désormais comme l'opposition avec ou sans Raila Odinga. Et en fait, ils disent déjà qu'ils n'ont pas besoin de lui, que l'opposition continuera d'exister. Cette candidature est aussi vue ici comme une page qui se tourne pour l'histoire politique au Kenya. En cas de victoire, Raila Odinga pourrait partir la tête haute alors qu'il est de plus en plus critiqué dans son pays, notamment par la nouvelle génération kenyane pour ses alliances avec le président William Ruto. Raila Odinga semble pour l'instant partir favori pour cette campagne. Il est opposé aux anciens ministres des Affaires étrangères djiboutiens, mauriciens et malgaches. Au Sénégal, le Wolof est parlé par plus de 80% de la population. Il a détrôné le français, langue officielle du pays, et les autres langues locales. Aujourd'hui, les autorités sénégalaises souhaitent généraliser l'enseignement en langue nationale à travers le pays. Quel impact sur l'éducation et quels défis cela représente-t-il? Reportage d'Aminatou Diallo et d'Eliman Dao. C'est son rituel du lundi. Amina met en pratique ses notions de Wolof dans ce café. À 24 ans, la jeune femme qui a grandi à l'étranger envisage de s'installer au Sénégal, pays de son grand-père. Chaque semaine, elle suit des cours de Wolof en ligne avec Thierno, son professeur. Jërëjëf pour leçon tey ba lundi inchallah. Je pense que c'est une langue qu'il faut maîtriser pour pouvoir vraiment bien se déplacer dans l'espace social, mais aussi bien vivre, pouvoir échanger avec les personnes, pouvoir comprendre la culture, etc. Pour renforcer l'utilisation des langues locales, plusieurs maisons d'édition ont vu le jour. Ejo édite depuis 5 ans dans une dizaine de langues sénégalaises, dont le Wolof. Une maison d'édition doit être en collaboration avec la langue qui est parlée par les populations. La langue qui est parlée par les populations, ce n'est pas du tout le français. Le français fait partie de notre histoire. Mais il faut commencer par nous approprier ou bien nous réapproprier ce qui nous appartient. Dans l'éducation nationale, les autorités sénégalaises veulent généraliser l'enseignement en langue locale en complément du français à l'horizon 2029. L'objectif,
améliorer les performances scolaires chez les enfants. Quand un enfant apprend dans sa langue maternelle, c'est un véritable gage de réussite scolaire. Les enfants sont beaucoup plus intéressés, sont beaucoup à l'école et le taux de réussite est visible. Une phase pilote est mise en place depuis 2018. À terme, une cartographie linguistique complète permettra de définir la langue adéquate pour chaque zone du pays. Nous avons des défis. C'est le défi de la formation des enseignants. L'autre défi, est-ce qu'il sera possible de produire autant de matériel didactique, autant de manuels pour chaque langue nationale, puisque je rappelle que nous avons 20 langues codifiées, ça peut être beaucoup. Les langues locales africaines ont de plus en plus la cote. Depuis juillet, le Wolof et une trentaine de langues africaines sont disponibles dans Google Traduction. Le lancement des Jeux paralympiques de Paris, c'est demain. Environ 4500 athlètes sont attendus. 44 pays africains sont représentés. Aurélie Kouman et Almami Sané se sont rendus sur des sites d'entraînement à la rencontre d'athlètes ivoiriens. C'est dans ce complexe sportif juste derrière moi que les athlètes africains s'entraînent à l'approche de leurs épreuves respectives. Dans cet espace, tous les équipements nécessaires sont mis à leur disposition pour optimiser leur préparation. Ils arrivent ici en bus et passent leur journée entre l'entraînement et le village olympique. Un protocole très strict pour rester concentrés sur leurs épreuves. La délégation ivoirienne compte 4 athlètes, parmi eux Yeka Michel. Il participe à cette compétition en lancer de poids et javelot. Nous l'avons rencontré à la suite d'un entraînement avec son préparateur physique. Ils se disent très confiants. J'ai déjà fait ma première compétition des Jeux paralympiques à Tokyo. C'est comme si c'est une première compétition. Je suis allé, j'ai vu comment ça se passe. C'est comme si déjà je suis déjà dans le lot. Je sais comment ça se passe arrivé au sommet. Donc je peux dire que je suis déjà engagé. Je n'ai pas la peur, je n'ai pas de pression aussi derrière moi. Je vais faire de mon mieux ce que je connais. Ici, je vais faire fort pour que je sois sur le podium. On sera prêt, mais on a encore des jours de préparation. Et ces jours vont nous permettre de bonifier encore ce que nous avons déjà préparé. Et lui, il se fait appeler Lion. Donc à tout moment, il est prêt à bondir. Ce sont donc 314 athlètes qui représenteront l'Afrique pour les Jeux paralympiques. Une participation sans précédent pour le continent. L'objectif est de battre le record de 63 médailles obtenues aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. En Chine, être féministe est un véritable combat. La Chine est comme une boîte noire déconnectée du monde. Notre fille pense que si elle est heureuse seule, on sera satisfait. Mais ça ne nous suffit pas. Certaines se battent sur scène. En fait, les femmes ont besoin que nous nous exprimions pour elles. Et d'autres ont été contraintes à l'exil. Il y a l'oppression politique et la société civile est de plus en plus fermée. Ce qui m'impressionne, c'est d'avoir enfin un endroit pour exprimer ma colère. Reporter, un nouveau numéro, à voir sur France 24 et france24.com. Bienvenue à Buenos Aires. Je suis Mathilde Guillaume, correspondante pour France 24. Ensemble, nous explorerons l'actualité économique, politique et sociale de l'Argentine et de l'Uruguay. À très bientôt sur France 24. Mathilde Guillaume, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.